Merci, merci. Merci beaucoup. Merci Jean-Yves, merci les camarades, collègues députés, merci les insoumises, les insoumis réunis dans cette journée qui est une grande réussite de ce que je peux en voir. La toute première université de printemps des insoumises et des insoumis de Haute-Vienne. Bravo, bravo. Je ne suis pas surprise que vous ayez choisi de vouloir approfondir cette question de la Sixième République. La Sixième République a été dans les programmes des campagnes présidentielles de Mélenchon depuis le début. Mais on voit bien que ce qui se passe depuis le conflit des retraites change totalement la nature de ce combat. Le conflit des retraites n'est pas fini, mais il a pris une nouvelle dimension, qui est la dimension démocratique. Le pays tout entier vient de vivre une formation à très grande échelle de la raison pour laquelle il est absolument indispensable de passer de la Ve République pour se forger ensemble de nouvelles institutions démocratiques. Et c'est Albert Camus qui disait « Lorsque la démocratie est malade, le fascisme vient à son chevet, mais ce n'est pas pour prendre de ses nouvelles. » Et on en est là. C'est précisément là où nous sommes aujourd'hui. Et c'est la raison pour laquelle je vous félicite de prendre ce sujet à bras-le-corps. Parce que ce n'est pas un sujet de colloque. Ce n'est pas un sujet interne à tel ou tel parti. Ce n'est même pas un sujet insoumis ou un sujet Mélenchon. C'est un sujet national, historique. S'il y a une chose, chers amis, que nous devons absolument réussir, c'est de trouver la modalité pacifique pour obtenir des institutions qui permettent de purger pacifiquement les conflits politiques qui existent dans toute société. Il n'y a qu'en dictature où il n'y a pas de conflit. Le conflit politique, c'est absolument consubstantiel à toute société. Mais donc la question qui se pose, c'est comment on arbitre. Comment on arbitre pour que les citoyens, quand ils perdent, entre guillemets, un moment d'arbitrage, acceptent néanmoins l'issue de cet arbitrage et puis se disent « bon, j'attends un peu, je continue de construire, et la fois d'après, quand il y aura un nouvel arbitrage, je reviendrai à la charge ». Aujourd'hui, on voit bien que la Ve République, la Constitution de 1958, ne permet plus d'arbitrer les grands désaccords. Alors, il y a des désaccords dont l'issue est prévue dans la Constitution. Typiquement, alors s'il y a un désaccord entre le président et l'Assemblée nationale, le président peut dissoudre l'Assemblée nationale. L'inverse n'est pas vrai. Et non seulement c'est dommage, mais c'est même une aberration démocratique. Parce que si vous observez la plupart des pays démocratiques du monde, les personnes qui exercent le pouvoir gouvernant, c'est-à-dire le pouvoir gouvernant, c'est celui de prendre ses décisions au quotidien. Les personnes qui gouvernent, en général, dans les pays démocratiques, sont responsables, ce qu'on appelle responsables. C'est un terme constitutionnel, la responsabilité politique. Et c'est tout simplement le fait de devoir rendre compte d'une politique mise en œuvre, d'en être comptable et donc de pouvoir être finalement enlevé, révoqué, appelez ça comme vous voulez, par une autorité qui vous légitime. Je prends l'exemple de la démocratie britannique. Le Premier ministre peut être dégagé par la Chambre des communes. D'accord ? C'est comme ça. Vous avez le pouvoir exécutif, donc vous êtes responsable. En France, et c'est la singularité de ces institutions de la Ve République qui sont très bizarres à l'aune des standards démocratiques, c'est que la personne qui concentre le plus de pouvoir gouvernant est absolument irresponsable. Absolument irresponsable. Et c'est même pire que ça. En 1958, lorsque le général de Gaulle fait faire cette constitution en chambre,
Dans l'histoire de notre pays, il y a eu des moments où les constitutions ont été faites dans des assemblées constituantes, ou alors l'assemblée législative qui se muait en assemblée constituante, dans des grands débats populaires. En 1958, c'est la guerre d'Algérie, il y a les parachutistes qui ont pris la Corse, on oublie ça. Et finalement, le général de Gaulle s'impose par une sorte de coup de force, et puis avec un discours très anti-parlementaire en disant « la 4e République, c'est le bordel, on ne peut pas gouverner, il y a un problème avec l'Assemblée nationale, donc il faut un système où les parlementaires ont moins de pouvoir. » Dans un premier temps, il n'était pas élu au suffrage universel, le président. D'accord? Parce qu'il avait ce rôle prétendument d'arbitre. Mais, le pouvoir ayant le goût du pouvoir, en 1962, le général de Gaulle dit « Bon, et si finalement on élisait le président au suffrage universel ?» Alors en 1962, il y a eu beaucoup moins de participation au référendum qu'en 1958, il faut le savoir. Et il y a eu des oppositions très fortes à cette idée, et pas seulement à gauche. Il y a une opposition historique, par exemple, du Parti communiste aux institutions de la Ve République, mais par exemple, en 1962, il y a aussi des grandes personnalités de droite. Le président du Sénat, Gaston Monnerville, dira dans un discours important en 1962 que l'élection du président au suffrage universel est une forfaiture. Mendès France. Des figures qui disaient, qui avertissaient, si vous donnez ce pouvoir-là à un seul homme, le produit à la fin, ce ne sera pas un système démocratique. Et pourquoi? Parce que, comme il est élu au suffrage universel, eh ben, il dit, il ne peut pas y avoir de conflit entre moi et le peuple, c'est vous qui m'avez mis ici. Il n'y a pas de moyen d'arbitrer un désaccord entre le président de la République en France et le peuple. C'est même nié. Ce conflit est nié, il n'existe pas. Vous avez mis le président Macron, donc vous êtes forcément d'accord avec le président Macron. Et tout indique, 93%, ça a été dit par mes collègues, 93% des actifs contre la retraite à 64 ans, 70% des Français contre la retraite à 64 ans, 100% des organisations syndicales de ce pays, et ce n'est pas rien. Une unité monolithique, voilà, des organisations syndicales contre la retraite à 64 ans. Et que dit le président? Mais non, il n'y a pas de souci, vous avez voté pour moi. Vous vous êtes exprimé démocratiquement pour moi, donc vous êtes d'accord avec moi. Ce jeu de l'esprit, cet argumentaire est destructeur, parce que c'est extrêmement agressif vis-à-vis de notre condition à tous, qui est notre condition de souverain. Qu'est-ce que la souveraineté? Qu'est-ce que la souveraineté? La souveraineté est la caractéristique de celui qui n'a pas de maître. Si vous regardez au-dessus de votre tête et qu'il n'y a personne, c'est que c'est vous le souverain. À la Révolution française, c'est ça la grande idée. On arrache la souveraineté entre les mains du monarque, on la prend entre les mains du peuple. Et c'est cette idée-là qui est combattue dès l'aube, depuis 233 ans, par une réaction qui est extrêmement violente et qui, déjà, à la Révolution française, va s'appuyer sur les forces aristocratiques des autres pays, il va y avoir une guerre civile, et ensuite la monarchie, la Restauration, l'Empire, le pétainisme. Toujours il y a eu tapis dans l'ombre en France, ces courants qui ne supportent pas cette idée que notre nation soit une nation civique et pas une nation ethnique. Et je mentionne cette latéralité et ce choix parce que Damien a parlé du combat que nous menons face à l'extrême droite. L'extrême droite actuelle est héritière de toute cette longue histoire. Ils ne sont pas pour la souveraineté du peuple. Quand ils vous parlent de souveraineté, eux, ils parlent de toute autre chose. Ils parlent en réalité de souveraineté interétatique, ils parlent des frontières, ils parlent de l'Europe. Mais quand on dit vraiment la souveraineté du peuple français, ils regardent ailleurs, ah non, il n'y a pas de souci. Eux, ce qu'ils veulent, c'est être monarque à la place du monarque. Voilà ce qu'ils veulent. Ils ne veulent pas abolir la monarchie présidentielle. Et ça, c'est un sujet sur lequel nous devons aussi construire. Parce que le moment venu, quand il y aura de grands affrontements entre eux et nous, il faudra vraiment, vraiment demander à chacun des Français, vous voulez un système souverain, oui ou non? Alors, si vous voulez la souveraineté, ce n'est pas pour l'extrême droite qu'il faut voter. Parce que eux, c'est des bonapartistes. Eux, ils sont pour le pouvoir d'un seul homme.
ou d'une seule femme. La présidente du groupe parlementaire des Verts, Cyrielle Châtelain, me disait cette semaine que lors de la dernière conférence des présidents, lorsque la question a été posée de la conformité à l'article 40 de la Constitution de la proposition de loi transpartisane qui abroge la mesure d'âge sur les 64 ans, la fameuse proposition de loi Lyotte que nous devons examiner le 8 juin. Marine Le Pen est intervenue pour dire « Non, mais nous on n'a pas de problème avec l'article 40, il faut... » Vous voyez, elle a tout compris. Elle a compris que si on enlève la possibilité pour les parlementaires de présenter des propositions de loi, si on enlève même le droit d'amendement, comme ça a été signalé par Manon Meunier et fait dans la commission des affaires sociales cette semaine, l'extrême droite, il se régale. Elle se frotte les mains d'avance. Donc, nous aurons cette discussion forte entre les partisans de la démocratie et les partisans du pouvoir concentré. Nous aurons aussi la discussion sur la définition de notre nation. Nation n'est pas un gros mot. Mais nous avons une certaine vision de la nation qui est la nation civique. Nous sommes enracinés dans ce grand mouvement de la Révolution française et des Lumières. Celle qui fait que n'importe qui peut être français. Et je prends mon exemple par facilité. Moi, je suis arrivée en France à 14 ans. Je suis devenue française à 25 ans. À 35 ans, je retourne à l'université pour devenir avocate quand mes enfants étaient grands. Et je suis devenue députée à 48 ans. C'est cette République-là qu'on veut. Cette République qui fait France de tout bois. Parce que ce qui nous unit, c'est cette mise en partage de notre souveraineté, de notre grande idée, la liberté, l'égalité, la fraternité. Et on voit bien que la jonction qui se fait aujourd'hui entre le macronisme et l'extrême droite, c'est précisément pour sauvegarder des intérêts très particuliers, des puissants, des dominants, des ultra-riches. Ils sont ensemble pour ça. Et quel est l'outil qu'ils utilisent pour y arriver dans une société démocratique? Parce que c'est ça la question qu'on se pose, c'est comment se fait-il que 50 millions de Français sont en âge et en droit de voter? Bon, il n'y en a pas 50 millions qui sont ultra riches. Alors comment se fait-il que dans un système démocratique où en théorie c'est les 50 millions qui décident, qu'on décide des politiques qui ne conviennent qu'à 150 personnes dans le pays? C'est ça la question. Alors une des réponses, c'est le dégoût. C'est le dégoût. Sur les 50 millions, vous en avez 2,5 millions qui ne sont pas inscrits. Sur les 47 millions et demi qui sont inscrits, vous en avez, alors aux dernières élections présidentielles, 13 millions qui s'abstiennent, vote blanc et nul, au second tour. 12 millions au premier tour. Et qui s'en soucie? Qui s'en soucie? D'habitude, les partis, c'est un travers auquel nous, justement, sur lesquels nous travaillons. Nous sommes peut-être même les seuls à nous préoccuper de celles et ceux qui sont dégoûtés. Les autres, ils disent, ils n'ont qu'à venir voter. Mais le problème, c'est que regardez qui ne vote pas. Regardez les salaires, regardez les conditions misérables de vie, regardez l'accès aux études de qui ne vote pas. Donc c'est le peuple populaire qui est exclu de la souveraineté. C'est ça qui les arrange. Et puis maintenant, finalement, il n'y a pas que ces catégories-là qui commencent à être dégoûtées, il y a même des catégories moyennes. Parce qu'à la fin, on a un système aussi qui commence à devenir absolument inefficace pour des catégories qui, antérieurement, étaient insérées. Notre système uninominal a 2 tours, qui fait qu'il y a, au second tour, que 2 options. Comment ça marche dans un système politique où il y a en réalité 3 grandes options qui se font face? Au deuxième tour, il y a forcément le gros tiers qui n'a pas le choix, qui n'a pas d'option. Je ne parle même pas du gros quart, là, qui ne s'inscrit pas et qui est dégoûté. Je parle de ceux qui sont venus au premier tour. Ils n'ont plus de candidate au second tour. Alors ça, avant, ça n'arrivait que ce qu'on appelait les extrêmes. Donc l'extrême droite, l'extrême gauche, ils n'arrivaient pas au second tour et vous aviez les grands partis, UMP, PS, etc., qui arrivaient au second tour. Mais maintenant, ce n'est pas le cas. Maintenant, vous avez des LR bon chic, bon genre qui se retrouvent parfois sans candidat au second tour. Ça leur arrive de plus en plus souvent. Vous avez des gens qui se vivent comme des sociodémocrates centristes qui se retrouvent avec pas de candidat au second tour. Donc,
la défiance et la frustration civique commencent à devenir un point commun entre des classes différentes ou des gens qui ont des options politiques différentes. C'est intéressant ça pour nous. Parce que prétendument que c'est pas possible de parler à la fois au centre-ville bobo écolo, voilà, et aux gilets jaunes. Bah s'il y a un sujet qui intéresse les gilets jaunes et le centre-ville bobo, c'est la démocratie. Précisément. Très longtemps à gauche, on entendait que le peuple s'intéressait qu'à son caddie. Ah bah quoi, constituante, 6e République, c'est trop compliqué, ils s'y intéresseront pas. Et alors, les gilets jaunes, ils arrivent, ils se réunissent sur tous les ronds-points et ils sécrètent quoi comme revendication? Rétablissement de l'ISF et RIC. Y a-t-il quelque chose de plus théorique que RIC? C'est un acronyme. Et pourtant, ça s'est répandu comme le feu sur la plaine. Parce que cette aspiration démocratique, elle est profonde dans le pays. Et c'est là-dessus qu'on doit construire. Parce que vous entendez souvent à la télé ou les élites dire que les sociétés ou les populations deviennent finalement qu'ils n'y croient plus à la démocratie. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. En France, il y a une grande aspiration démocratique. Et c'est les élites qui sont devenues peuplophobes. Notamment depuis 2005 et le vote sur le traité constitutionnel européen. Où ils se sont dit, mais c'est quoi cette idée saugrenue de demander leur avis aux gens? Et ils ont commencé à développer des thèses peuplophobes. Et aujourd'hui, on y est, on touche, c'est-à-dire c'était aujourd'hui l'oligarchie. L'oligarchie, c'est le gouvernement des peu. Les macronistes, maintenant, c'est sans vergogne aucune. Ils trichent. Ils font les réformes des retraites avec le 47.1, c'est-à-dire un temps contraint, et qui permet d'utiliser le 49.3, parce que le 49.3 peut être utilisé à volonté pour les textes budgétaires. En revanche, pour les lois ordinaires, c'est une fois seulement dans la session. Donc, quand ils ont choisi un format budgétaire pour la loi retraite, on avait compris. D'accord? On avait compris. Ils trichent. Là, sur l'article 40, il dit quoi? Je pense que vous le savez, parce que tous les Français sont devenus des constitutionnalistes maintenant. Voilà. Le 49.3, c'est la base de la 6e République. C'est à partir de là qu'on va trouver une force propulsive pour transformer notre colère civique dans une aspiration à une société plus démocratique. C'est le 49.3 qui va tout changer, et particulièrement un 49.3, c'est le 49.3 du 16 mars. Quand nous étions les 577 dans l'hémicycle à attendre ce vote sur la loi retraite, que tout le monde était là, qu'on ne savait pas l'issue du scrutin, parce que c'était à 2-3 voix près, et que 10 minutes avant le vote, l'Élysée convoque un conseil des ministres en catimini, et Macron donne l'ordre à Mme Borne de rentrer dans l'hémicycle et de dire, en vertu de l'article 49.3, blablabla, blablabla. Vous vous souvenez, ce jour-là, nous, on a fait quoi? On a chanté la Marseillaise. Vous vous souvenez de cette Marseillaise? Elle a retenti dans le monde entier, cette Marseillaise. Et c'est pas pour rien qu'on a choisi de faire ça. Parce que c'est le chant de la liberté, c'est le chant de la République. Et c'était un moment digne, c'était un moment grave. Et bien sûr, ça nous a tous mis les poils, ce moment-là. Mais c'est ça là-dessus qu'il faut construire. Je pense que ce qu'on sent autour de nous, et ce sur quoi construisent aussi nos adversaires, c'est cette instabilité. La Constitution, c'est une règle suprême qui doit faire l'objet d'un consentement large. Si je veux dire, c'est un peu comme Voldemort. On n'est pas censé en parler. C'est censé être la règle qui permet la conflictualité à l'échelon législatif et en dessous. Mais quand vous avez des règles constitutionnelles qui viennent dans le conflit, comme le 49.3, c'était déjà le cas depuis la loi El Khomri Travail, où il y avait des manifestations où on parlait du 49.3 dans les mobilisations sociales. La Constitution ne joue plus son rôle stabilisateur, il est tombé dans le conflit. Donc, on est dans une zone de déséquilibre. Ce déséquilibre, il peut produire du chaos, il peut produire de la violence. On le voit, parce que si vous essayez tous les chemins pacifiques, vous essayez le vote, vous essayez vous syndiquer, vous essayez la grève, vous essayez la manif, vous essayez tout en fait. Et ça ne marche pas. Vous tombez sur des portes blindées institutionnelles. Mais donc, il ne faut pas s'étonner qu'il y ait des gens qui essayent des modalités violentes. Il ne faut pas s'étonner. C'est le blocage démocratique qui sécrète la violence. Alors évidemment, la violence, nous, c'est absolument pas ce qu'on souhaite. Nous, ce qu'on souhaite, à l'inverse,
c'est que la grande majorité, la volonté générale puisse émaner de la société dans une modalité pacifique. Et donc, le choix qui reste à opérer aujourd'hui, en réalité, c'est quoi? C'est entre guerre ou paix. Et contrairement à ce que vous entendez tous les jours à la télévision, les partisans de la paix, c'est nous. Si vous voulez le déséquilibre, si vous voulez la violence, si vous voulez la guerre civile, votez Macron ou Le Pen. Si vous voulez la paix, c'est pour nous. C'est avec nous tous ensemble que nous devons nous organiser. Mais pas entre nous, et ça vous le savez, ici je prêche à des convaincus. La France est mûre. Le pays est mûr pour construire ensemble cette 6e République. Alors, jusqu'à présent, et je le dis avec beaucoup d'humilité parce que j'ai été la personne avec Charlotte Girard qui a construit le programme de 2012 et de 2017 sur ces sujets-là, jusqu'à présent, je trouve que nous avons eu une approche peut-être un petit peu trop technique du sujet. Je ne sais pas si vous êtes même capable d'énoncer succinctement et synthétiquement le processus que nous avions envisagé pour passer à une constituante. Et je le rappelle en 2 mots, mais c'était quand même une usine à gaz. 1, élire un président de la République qui est d'accord avec le principe. 2, le président de la République convoque sur la base de l'article 11 de la Constitution un référendum qui, en gros, pose la question « Convoquez-vous l'Assemblée constituante ?» Parce que c'est le peuple qui est le seul autorisé à réunir une Assemblée constituante, selon telle et telle modalité de scrutin. Et parmi ces modalités, il y allait avoir un vote, un bulletin où il y avait écrit « tirage au sort ». Et donc, le pourcentage recueilli par ce bulletin tirage au sort allait déterminer la quantité de personnes tirées au sort dans l'Assemblée constituante. Elle allait travailler au plus 2 ans, et à la fin, il y allait avoir un référendum. Bon, déjà, j'avais perdu mon auditoire. J'ai remarqué que déjà en 2017, c'était pas ça, mais en 2022, aucun porte-parole n'a défendu cette idée. Je le dis très, très lucidement. Même vous, je ne suis pas certaine que vous ayez fait campagne, pour celles et ceux qui ont fait campagne présidentielle en 2022, que vous ayez beaucoup approfondi ce sujet. C'est pas parce que c'était pas une bonne idée, ou que c'était mal conçu, ou que c'était pas adapté. Je pense que c'est pour 2 raisons. La première, c'est qu'on n'a pas osé mettre le doigt là où ça fait vraiment mal et là où c'est vraiment concernant. Et donc, je suis partisane qu'aujourd'hui, on commence par là, le point qui concerne le maximum de monde. Et ce point-là, c'est se poser une question. Faut-il encore un président de la République? C'est ça la question qui concerne tout le monde. Il n'y a pas forcément de bonne ou de mauvaise réponse. Moi, j'ai une réponse. Moi, je l'ai écrit déjà en 2015. Je suis pour qu'il n'y ait plus de président de la République en France. D'autres diront non, d'autres diront un président avec moins de pouvoir, un président pas élu par le suffrage universel, etc. Mais une fois qu'on se met à parler de ça, c'est trop tard. Une fois que quelqu'un a commencé à se forger une idée, à envisager la vie sans cette concentration élyséenne du pouvoir, déjà on est dans la fabrication de quelque chose de nouveau, qui permet d'envisager plusieurs choses qui sont basiques. Effectivement, une Assemblée nationale qui légifère vraiment. Une démocratie directe, parce que tout ne peut pas être la représentation, tout ne peut pas être délégué. Donc il faut des outils de démocratie directe. Et puis aussi, il y a quelque chose de très important, c'est que pour nous, le souverain étant le peuple, le souverain doit venir au complet à l'urne. Vous savez, il y a une conception beaucoup trop individualiste du droit de vote. On dit le droit de vote, c'est un droit individuel. Oui, bon, c'est vrai. Mais si vous allez tous voter des jours différents, à des heures différentes, sur des sujets différents, votre vote, il ne vaut rien. D'accord? Donc, le droit de vote est un droit collectif, parce qu'il est nécessairement exercé collectivement. Et le droit de vote, c'est ce moment par lequel le souverain s'avance vers l'urne, librement, en s'étant forgé une opinion politique grâce à la qualité de l'éducation nationale, parce que c'est quand même ça qui fait de nous des citoyens. C'est pour ça que la question de l'éducation, c'est une question démocratique. La question des médias, de la presse, parce que quand on est sorti de l'école, il faut qu'on continue à essayer de se forger des idées, donc on a besoin d'une presse libre et de qualité. Et s'avançant vers l'urne, nous, le souverain, donnons des ordres aux gouvernants. On leur dit, voilà ce qu'on veut que tu fasses.
La démocratie, ce n'est pas un homme qui dit quoi faire à un peuple, c'est un peuple qui dit quoi faire à des élus. Mais alors, comme je le disais tout à l'heure, si vous avez ce jour-là, on avance vers l'urne, le souverain s'avance. On dit bien, vous voyez, on dit le corps électoral. On est un corps. Si ce corps, il s'avance, il manque un bras, il manque une jambe, il manque une oreille, c'est un zombie qui va à l'urne. Donc, il faut s'assurer que tout le monde soit là. Alors, comment faire? Il y a des raccourcis sur lesquels moi je suis plutôt partisane. Vote obligatoire, inscription automatique de tout le monde, élargissement du corps électoral aux 16 ans, il y a plein de choses comme ça. Prise en compte du vote blanc et nul pour que le vote blanc et nul puisse annuler des élections, ça encourage à y aller. Mais il faut partir de la réalité. Et la réalité de la Ve République, c'est qu'elle a généré une culture de l'impunité. Parce que l'irresponsabilité politique constitutionnelle du président est une culture politique qui rejaillit en cascade dans toute la politique française. Et donc, vous avez des élus qui sont dans l'impunité, qui pensent qu'ils font ce qu'ils veulent. Ah, vous m'avez élu, ok, ben rendez-vous dans 5 ans. Donc, ça génère du dégoût, ça génère de la défiance. Est-ce que vous pouvez transformer cette défiance en confiance? Peut-être un petit peu, mais fondamentalement, non. Vous l'avez vu dans vos porte-à-porte, vous l'avez vu parce que vous militez au cœur de la classe ouvrière ou des coins reculés de la ruralité, ou même si votre programme c'est le meilleur de la Terre, les gens lui disent, mais est-ce que vous allez le faire vraiment? Est-ce que vous allez le faire vraiment? Parce qu'il y a comme un petit doute quand même. Donc moi je dis, il faut arrêter de solliciter la confiance. Il faut donner le pouvoir aux citoyens de révoquer les élus en cours de mandat. Et vous voyez comment ça change tout. Vous voyez que ça change tout parce que là, il ne s'agit plus de faire confiance à des élus, il s'agit de se faire confiance en soi-même comme capacité de contrôler les élus. Et vous verrez que dans une société où on a le droit de révoquer les élus, eh ben, les élus vont se comporter un peu autrement. Et du coup, ils ne seront pas révoqués. Donc les élus vont monter un petit peu en grade. Et les citoyens, ils vont se dire, mais attendez, là, il va vraiment appliquer son programme vu qu'il est révocable. Donc, oulala, je vais peut-être aller à la réunion où on discute du programme. Donc, c'est une motivation pour tout le monde de s'intéresser davantage à la politique. Donc voilà, ça fait partie des choses. Il y a aussi des grandes libertés. C'est le moment de la nouvelle déclaration de droits. On a fait 1789, on a fait des grandes déclarations de droits en 48. Dans le préambule de la Constitution, actuellement, on a dans ce qu'on appelle le bloc de constitutionnalité les principes de 1946, il y en a d'autres, mais on peut en parler, il faut en refabriquer d'autres. La question écologique, par exemple. Voyez comment, pendant le Covid, malgré tout, pour s'assurer que tout le monde reste en vie, on a accepté de restreindre nos libertés individuelles. Bien sûr, ils nous ont fait, c'était obligé, c'était un peu disciplinaire, mais fondamentalement, on avait tous intégré l'idée qu'entre l'intérêt général de la vie de tous et de la survie de tous et l'intérêt particulier de pouvoir se mouvoir, voilà, il y avait une hiérarchie. Cette hiérarchie entre l'intérêt collectif, l'intérêt général et l'intérêt particulier. Alors, si on a pu l'appliquer en matière de santé, pourquoi on ne l'applique pas en matière environnementale? La question de l'écologie, c'est l'intérêt général de la survie de l'humanité. Ça doit trouver son chemin dans non seulement l'affirmation de nouvelles libertés, de nouveaux droits, mais aussi dans leur effectivité. On peut se poser la question de savoir, par exemple, s'il faut encore un Sénat. Est-ce qu'il ne faudrait pas plutôt quelque chose d'autre dont l'objet serait peut-être de s'assurer que les lois au quotidien passent le filtre de l'intérêt général environnemental, une sorte de garant de ce temps long, de cet objectif ultime de survie de l'humanité. Par exemple, c'est une idée, c'est le moment d'être créatif. Il faut à la fois mener ce débat en ayant des propositions concrètes pour que les gens comprennent de quoi on parle, pour pas que ce soit genre « Ah ben non, j'ai pas d'avis,
ce sera la 6e République et on verra bien, ce sera la constituante. Ça, c'est pas, à mon avis, une bonne façon de faire, parce que les gens savent ce qu'ils quittent, mais s'ils ne savent pas où ils vont, c'est anxiogène. Donc nous ne devons pas être anxiogènes. Nous devons être un outil, au contraire, enthousiasmant, pacificateur, utile. Donc il faut donner un peu de matière à cette 6e République. Mais il faut aussi accepter l'audace, accepter d'écouter aussi. L'Assemblée constituante, elle ne pourra pas adopter des choses rien qu'à 50%. Il faudra que ce soit vraiment majoritaire. Et je le disais tout à l'heure, il faut désinsoumiser la revendication de 6e République. Il faut la démélanchoniser. Parce qu'on a besoin de gagner. Donc c'est bien sûr, c'est un argument pour nous de vente qui est formidable. Mais on n'en est pas là. Il faut vraiment qu'on y arrive, la 6e République. Donc, quand on regarde les expériences internationales, on s'aperçoit de quoi? Les assemblées constituantes, elles ont été conquises quand? Par exemple, quand les syndicats s'y mettent. La manif du 6 juin, il faut une banderole 6e République, démocratie. Parce que c'est directement lié. C'est dans l'anti-démocratique que naît l'anti-social. Pareil pour l'environnement, et d'autres, les jeunes l'ont compris, par exemple, Dernière Rénovation, qui est l'association qui milite pour la rénovation thermique des bâtiments. Aujourd'hui, ils se battent 100% pour la démocratie et la 6e République, parce qu'ils ont compris que lorsqu'on a voté les 12 milliards pour la rénovation thermique des bâtiments, en fait, on était majoritaire, et ils ont utilisé le 49.3. Donc les deux choses sont liées. C'est un préalable. Il y a quelque chose de vain, voire d'un peu mensonger, à continuer sans cesse à rabattre la question sociale et environnementale sans se poser la question du pouvoir. Pourquoi est-ce qu'on partagerait les salaires? Pourquoi est-ce qu'on partagerait plutôt les richesses et qu'on ne partagerait pas le pouvoir? C'est là-dessus. C'est là-dessus qu'il nous faut plus d'investissement des syndicats, des associations, et des citoyens. Voilà, il faut continuer comme vous le faites aujourd'hui, comme on le fait, voilà, de délibérer. Il faut cette grande aspiration démocratique, elle se mette en chair. Et je terminerai avec une idée, c'est que, pour moi, cette idée d'assemblée constituante, donc, qui serait... Alors oui, pardon, je voudrais quand même vous dire quelque chose. C'est que, moi, en 2012, quand on a perdu la présidentielle, bon, j'étais déçue, évidemment, comme tout le monde, mais je me suis dit, pour la 6e République, on attendra 2017. Parce que notre seul chemin, c'était de gagner la présidentielle, on n'en avait pas d'autre. Bon, en 2017, je me suis dit, on va attendre 2022. Et là, en 2022, je vous dis très honnêtement, je n'ai pas envie d'attendre 2027. Non seulement parce que je n'ai pas envie, mais parce que je vois bien qu'il y a une urgence. Donc c'est la raison pour laquelle j'anime avec d'autres députés de la NUPES à l'Assemblée nationale un groupe de travail qui fait des auditions, parce qu'on cherche un chemin qui soit préalable à 2027, qui soit antérieur. Si au final on n'y arrive qu'en 2027, on n'y arrive qu'en 2027. Mais attention, 2027, en toute hypothèse, notre campagne, ça ne peut pas être monarque à la place du monarque. Ce qu'on doit incarner, c'est cette nouvelle façon de faire de la politique. Attention, On ne peut pas arriver juste en disant « c'est le problème, c'est Macron ». Le problème, c'est Macron, c'est vrai, mais le problème, c'est la fonction présidentielle. Il faut avoir l'honnêteté de le dire et il faut en tirer toutes les conséquences politiques dans la façon dont nous faisons de la politique. Et moi, par exemple, je rêve d'une campagne présidentielle 2027 où, par exemple, on annonce d'avance qui serait le ou la première ministre. Parce que la vérité, c'est que quand on a mené campagne, là, en juin dernier, en disant, quand Jean-Luc a dit « élisez-moi Premier ministre », c'était l'acte le plus subversif de la Ve République qu'on a eu depuis très longtemps. Parce que vous savez qu'on n'élit pas le Premier ministre. Or, au titre de l'article 20 de la Constitution, c'est le Premier ministre qui est censé diriger la politique de la nation, et en tout état de cause, c'est le Premier ministre qui est responsable devant l'Assemblée nationale. Donc, à ce moment-là, on a totalement changé la focale et on a donné quelque chose de beaucoup plus collectif, puisque derrière, il y avait les groupes parlementaires. Aujourd'hui, vous le voyez bien que c'est fort parce que vous avez 150 députés de la NUPES et qu'on pourrait avoir un gouvernement là, alternatif. On pourrait d'ailleurs, on devrait le faire, un shadow gouvernement. On devrait le dire là. Qui serait notre ministre de l'Éducation nationale? Qui serait le ministre de l'Intérieur? Là. Bon. Ce que nous a enseigné la NUPES, c'est qu'il y a une force dans le caractère choral. C'est que ça n'est pas grave d'avoir un nuancier d'opinion politique, dès lors qu'on est unis, dès lors qu'on a un accord sur l'essentiel.
Ce caractère choral, selon moi, devra être la façon nouvelle d'approcher cette campagne de 2027. Il faudra lier la campagne législative et la campagne présidentielle. Et donc, avec cette idée d'assemblée constituante, dont j'espère qu'elle prendra corps dans la société, parce qu'il ne faut pas croire qu'on va l'imposer par en haut. Hein. Soit les Français le demandent et on y arrivera, soit ils ne demandent pas et on n'y arrivera pas. Mais je pense qu'on peut y arriver, parce que l'assemblée constituante et l'idée de se doter ensemble de règles nouvelles, c'est en réalité un acte patriotique. Le patriotisme, c'est l'amour des siens, le nationalisme, c'est la haine des autres. Ça fait partie de ce qui nous différencie fondamentalement de l'extrême droite. Ces gens sont incapables d'amour empathique. Quand ils vous disent qu'il faut détester quelqu'un juste pour sa couleur de peau ou juste pour sa religion, ils éteignent dans votre cœur des automatismes d'empathie que vous avez naturellement. Et ils vous disent « éteignez votre cœur ». Mais quand on éteint le cœur pour votre collègue de travail juste par sa religion, ça revient à la fin à éteindre son cœur quand vous marchez par-dessus un SDF qui est pauvre par terre, quelle que soit sa nationalité. Parce que quand on éteint son cœur, on n'a plus de cœur du tout, pour personne. Donc on ne peut pas être patriote quand on n'a pas de cœur, parce que le patriotisme est un amour. Et c'est ça la 6e République, c'est de se dire les uns les autres, on n'est pas d'accord peut-être sur les règles de répartition des richesses, on n'est peut-être pas d'accord sur la façon dont il faut organiser le changement climatique, etc. Mais est-ce qu'on est d'accord de faire peuple ensemble? Est-ce qu'on est d'accord? Est-ce qu'on a encore des choses à se dire et à décider ensemble? C'est ça qu'il faut vérifier. Je pense que les Français sont attachés à cette histoire longue de la République et de la nation civique. Et je pense que si nous l'incarnons, nous vaincrons. Merci les amis.